Depuis le boom pétrolier jusqu'à nos jours, plusieurs crises se sont succédées. Ces crises ont mis à mal nos entreprises et par ricochet nos économies. Heureusement, pour la bonne nouvelle, plusieurs entreprises aussi ont su lever la tête. Beaucoup se sont avérés résilients. Il y a un cas d'école qui revient tout le temps, c'est le cas de Toyota. Eh bien, Toyota a prouvé à la face du monde sa capacité à se relever à chaque coup dur, à chaque crise. Cela a suscité une curiosité, un engouement fort pour des chercheurs qui se sont rués à étudier le système Toyota pour pouvoir le partager, le diffuser à travers le monde. L'une des diffusions qui a fait tache d'huile, c'est celle d'un enseignant-chercheur du MIT, James Womack, qui s'est associé avec Daniel Jones et Daniel Ross pour produire une œuvre qui est restée pour la postérité, la machine qui va changer le monde. Dans cette œuvre, James Womack nous révèle le terme Lean. Ce Lean est le résultat d'une étude approfondie de ce qui fait la force de Toyota. Et les entreprises françaises et européennes en général se sont ruées à cette méthode, à cette façon de penser, à ce nouveau paradigme pour améliorer leur performance et devenir davantage plus grandes. Malheureusement, le succès n'a pas suivi, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi? Pourquoi les entreprises européennes n'ont pas les résultats escomptés? Nous allons recevoir une sommité, nous allons recevoir un pionnier de l'excellence opérationnelle en Europe, en France. Il est enseignant-chercheur, il est CEO d'Interaxis, il est le président d'honneur du Lean Excellence Institute. J'ai nommé José Gandhi. Bonjour José. Bonjour Jean. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue au débrief du Lean. Le débrief du Lean est votre capsule qui décrypte et analyse l'activité du Lean dans le monde. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Si le contenu vous intéresse, vous plaît bien, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines diffusions. Et je vous invite massivement à partager cette vidéo parce que nous recevons aujourd'hui, le Lean Excellence Institute reçoit aujourd'hui une sommité, une pépite. José, je me retourne vers toi. Alors, je ne t'ai pas suffisamment présenté. Alors, est-ce que tu peux nous aider à te connaître mieux en nous parlant de ton expérience ou alors de ce que tu as vécu avant d'être enseignant-chercheur? D'accord. Alors, avant d'être enseignant-chercheur, j'étais consultant indépendant en fait. J'ai eu cette innocence de créer mon entreprise en sortant de l'école. Ah, quasiment. Et donc mon activité de départ, c'était la robotique, l'informatique industrielle. Et donc pendant une douzaine d'années, j'ai été amené à étudier différentes problématiques industrielles et puis à constituer comme ça un peu ma culture industrielle. J'ai vu des choses qui allaient bien, j'ai vu des choses qui allaient moins bien. Et ça a vraiment été ma matière quand je suis arrivé à l'UTT pour prendre ce poste d'enseignant-chercheur. D'accord. Mais qu'est-ce qui te motive à te lancer dans l'enseignement? Alors, lorsque j'étais consultant, j'avais déjà une activité d'enseignant vacataire dans différentes écoles d'ingénieurs, et notamment ici aussi à l'UTT. Et j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours aimé cette relation avec les étudiants, cet émerveillement qu'ils peuvent avoir quand on leur explique des choses et que ça résonne chez eux. Voilà, ça c'est vraiment des moments que j'apprécie particulièrement. Et donc l'opportunité s'est présentée, et je l'ai saisie et je suis arrivé à l'UTT. D'accord. Est-ce que tu t'es pas dit il faut attaquer le mal par la racine? Il faut attaquer le mal par la racine. Il faut former déjà les futurs managers qui vont apporter la bonne nouvelle auprès des entreprises. Alors oui, ça c'est mon point de vue aujourd'hui, mais ce n'était pas forcément ma vision lorsque j'ai
j'ai attaqué cette deuxième carrière. Mais effectivement, aujourd'hui, je me dis que le changement, il arrivera par nos jeunes ingénieurs, et c'est eux qui vont amener des idées nouvelles, qui vont amener une autre façon d'aborder les choses. Et oui, j'ai énormément confiance en eux. D'accord. Pour toi, quels sont actuellement les mots qui minent nos entreprises en France et en Europe? Alors tu as cité Jim Womack, et donc je reprends un peu ses paroles. Lors d'une interview, Jim Womack disait qu'en France, on avait fait du mauvais lean parce qu'on était resté dans nos vieux schémas de pensée, parce qu'on n'avait pas quitté notre obsession pour les performances locales, la réduction des coûts et la recherche de productivité individuelle. Et c'est ce qui a fait qu'on a complètement détourné le lean. On a utilisé des outils, mais on n'a pas changé notre logiciel. On a fait des choses assez catastrophiques. Donc pour moi, vraiment ce qui ne va pas dans nos entreprises, c'est cette obsession du coût de chaque chose que l'on fait. On est obsédé par le calcul du coût de chaque action, alors qu'on ne se demande pas quelle est la valeur de ce que je produis. Donc on est très très fort pour calculer les coûts de tout, mais personne ne se soucie de la valeur produite in fine. Et donc c'est ce décalage entre ce que l'on fait et ce que l'on produit qui fait que plus personne ne trouve de sens au travail. Le désengagement des salariés en France est dramatique. Et chacun est focalisé et objectivé sur sa petite partie du problème. Et donc il fait son travail et il s'en va. Et puis le résultat, on le constate. Le résultat final, la finalité de l'entreprise, c'est pas quelque chose autour de laquelle tout le monde est focalisé, c'est quelque chose qu'on constate après la bataille, en se disant que si chacun fait bien son travail, normalement on devrait être pas mal à la fin. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans ce monde turbulent, incertain, où il faut être plus agile collectivement que productif individuellement, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionnait pendant longtemps, mais ça ne fonctionne plus. Donc le vrai gros problème, c'est ça, c'est cette parcellisation des activités dans nos organisations. D'accord. On est encore à l'âge des outils. À l'âge de l'outil, on n'a pas quitté l'âge de l'outil. Quand tu disais qu'on s'était inspiré de ce qui s'était fait chez Toyota, on a effectivement copié les outils de Toyota, que Toyota a dévoilé très très volontiers, mais on n'a pas copié le logiciel, l'état d'esprit qu'il y avait derrière. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que d'autres entreprises se lancent dans le lean par suivisme, par mimétisme, par fait de mode? Effectivement, alors ça, je ne sais pas si c'est propre à la France, mais on fonctionne beaucoup comme ça, par effet de mode. Le lean, il y a eu une fenêtre de 10 ans où c'était vraiment, on en parlait partout, on a vu des initiatives en région naître, à l'initiative des chambres de commerce, et donc tout le monde s'est mis à faire du lean, mais sans s'être vraiment demandé pourquoi. Et le pourquoi, on a toujours utilisé, on s'est toujours rattaché au pourquoi que l'on a toujours poursuivi, c'est-à-dire réduire nos coûts. Et donc on a fait du lean en se disant ça va nous permettre de chasser les gaspillages. Et notamment, il y a un gaspillage qui a vraiment allumé les yeux de nos industriels, c'est les déplacements inutiles des opérateurs. Alors celui-ci, on l'a bien aimé et on a rendu nos opérateurs fous. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi associer l'échec, ou pas l'échec, c'est un gros mot, hein. Est-ce qu'on peut associer ce dysfonctionnement-là à l'accompagnement de ces entreprises-là? On a vu des entreprises qui faisaient de réduction de coûts avant, qui sont des entreprises de cost-killing, qui se sont transformées en experts de ligne, ayant fait une semaine de Six Sigma, une semaine par-ci par-là, ils se sont rués, ils se sont transformés en experts et se mettent à accompagner les entreprises, d'où ces dérives aussi. Oui, c'est ça en fait, la nature horreur du vide, et lorsque les cabinets ont vu cet engouement pour le lean, tout le monde s'est proclamé expert en lean, après avoir lu un bouquin, sans avoir vraiment compris ce qu'était la vraie philosophie, la vraie finalité du lean. Et donc effectivement, on a eu beaucoup de consultants charlatans, n'ayons pas peur des mots, qui ont contribué à cette débâcle organisée. D'accord. Alors, je suis très heureux de recevoir José Grandi, qui fut mon enseignant, qui est mon mentor. Et je me rappelle quand j'étais à l'UTT, José nous a apporté
une nouvelle façon de penser. Il a contribué à relier, il va le dire avec ses propres termes, le Lean, le Six Sigma et la TOC, la théorie des contraintes. José, c'est quoi d'abord la théorie des contraintes? La théorie des contraintes, c'est l'œuvre de Goldratt, un de mes maîtres, que j'ai eu la chance de voir en conférence, peu de temps avant son départ. Et donc la théorie des contraintes, ça part d'une idée, c'est une approche systémique en fait de l'entreprise, on va parler de la systémique qui va venir un peu en réponse à cette approche qu'on parcellise tout. C'est une approche systémique de l'entreprise qui nous dit qu'en fait le débit de notre système entreprise ne va dépendre que d'une seule ressource et que c'est pas la peine d'aller s'agiter à faire des chantiers de réduction de coûts partout. Qu'on va juste constater sur le papier. Il suffit d'identifier notre contrainte, le boulet, notre boulot, et donc de lever ce boulet, de monter en capacité et pour avoir des résultats sur la globalité. Donc voilà, c'est une idée frappée par le bon sens, mais que l'on a du mal à faire passer dans nos organisations, puisque nous, on a envie que toutes nos ressources soient productives tout le temps. Et donc, pas plus le boulot qu'une autre. D'accord. Avant la question de la théorie des contraintes, José a inventé une autre approche, un indicateur qui va associer ces trois modes de pensée, ces trois philosophies, ces trois modèles, ces trois méthodes, à savoir le Lean, le Six Sigma et la théorie des contraintes. José l'a appelé la PIG ou le PIG? La PIG. La PIG. Performance interactionnelle globale. Très bien. José, tu peux nous en dire plus? Alors la PIG. Alors, avant la PIG, avant de parler de l'indicateur de performance interactionnelle globale, la PIG, en fait ça découle d'une vision, on en a parlé, d'une vision systémique de l'entreprise, où je compare une entreprise à un simple tuyau. Alors ça c'est un peu mon expérience d'enseignant, pour faire partager des idées, ce qui marche bien c'est des analogies. Et donc un beau jour, pendant le cours, je me suis vu dessiner un tuyau au tableau. Et puis je me suis aperçu, alors il devait être en moi depuis un certain temps, mais je me suis aperçu que ce tuyau, ça permettait de montrer les caractéristiques fortes de l'entreprise, c'est-à-dire le temps de traversée, la longueur du tuyau, la capacité de débit de l'entreprise, qu'est-ce qui limite le débit de génération de valeur ajoutée, donc la section du tuyau, et puis tout ce qui ne va pas bien dans une entreprise, toutes les imperfections qu'on peut représenter par des fuites, la porosité de ce tuyau, et qui fait que le client n'est pas forcément satisfait. Et donc cette analogie avec le tuyau, ça donnait naissance à l'indicateur PIG, Performance Interactionnelle Globale, qui va reprendre justement ces différentes dimensions. Longueur, donc c'est la vitesse de traversée. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient de ça, on est dans un monde turbulent, donc il faut que nos flux soient rapides, qu'on puisse les reconfigurer, qu'on puisse passer rapidement d'une production à une autre. Donc la vitesse de traversée. La section du tuyau, ça va être notre génération de valeur ajoutée. Ça c'est quelque chose que je remets au cœur de la performance, c'est la valeur ajoutée. La finalité économique d'une entreprise, c'est de générer de la valeur ajoutée. Voilà. Le PIB du pays, c'est la somme des valeurs ajoutées des entreprises de ce pays. Et cette finalité économique, on l'a un peu perdu de vue. Très peu d'entreprises raisonnent valeur ajoutée. C'est incroyable. Donc la section, ça va être la valeur ajoutée. Et puis donc la porosité, toutes les imperfections qu'on va pouvoir relever dans notre entreprise, ça va être la satisfaction des clients, la non-satisfaction client en l'occurrence. Et donc l'idée c'est d'agréger toutes ces dimensions, vitesse, débit, porosité, dans un seul indicateur, qui est un nombre qui va à la fois prendre en compte la performance économique de l'entreprise et ses caractéristiques dynamiques. Et puis donc là récemment, j'ai rajouté une quatrième dimension à la performance interactionnelle globale, à la PIG, j'ai ajouté la dimension responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Donc qui va prendre en compte le respect de l'environnement, des salariés et des parties prenantes. Et donc ça c'est la dimension un peu, alors pour garder mon analogie de couleur, tuyau, c'est la couleur de mon tuyau en fait. Le tuyau qui va passer de très rouge à très vert en fonction de son indice de responsabilité sociétale et environnementale. D'accord. À quel moment on parle donc de tuyau de Gandhi? Alors j'en parle dans mes cours, dans mes conférences, d'autres en parlent beaucoup.
je découvre, alors je ne vais pas dire chaque jour, mais régulièrement des posts sur LinkedIn qui parlent du tuyau de Grandi. Donc cette analogie fait sa vie, fait son chemin, et ça, je suis assez content de ça. D'accord. Et ça permet vraiment de partager des idées et de mettre tout le monde autour d'une vision partagée d'une entreprise ou d'un processus, puisqu'en fait c'est fractal. Hein. On a le tuyau entreprise et puis ensuite on va avoir des processus qui seront à leur tour des tuyaux. Et donc l'idée c'est de rattacher le tuyau, les tuyaux qui sont à l'intérieur de l'entreprise à la performance globale. Et c'est ce qui nous permet de trouver les leviers de performance. Bien. José, pour faire la promotion et accompagner davantage beaucoup de personnes, pour avoir un impact très grand dans la vie des entreprises, dans le monde entier, tu as bien voulu nous partager cet indicateur et ton tuyau que tu as inventé dans un livre. Ce livre, c'est bien entendu la boucle vertueuse de l'excellence. Alors, pourquoi tu as pensé de nous faire ce genre de cadeau? Ça me semblait naturel de coucher sur le papier toutes ces idées, tous ces indicateurs, ces formules qui permettent justement d'aborder l'entreprise différemment, d'un point de vue systémique. Et voilà, c'est toujours dans une logique de partage, de diffusion de mes idées, de participer, d'apporter ma pierre à l'édifice et de faire en sorte que les choses évoluent un peu dans nos organisations. Très bien. José, ce livre se vend comme de petits pains. Où est-ce qu'on peut retrouver ton livre? Alors, il se trouve sur les sites de vente en ligne, sur Amazon, sur la Fnac, sur le site de l'éditeur, Lexitis. Et sinon, on peut le commander dans les librairies. D'accord. Moi, j'ai la primeur de recevoir ce livre de José et qui va certainement me le dédicacer. J'ai de la chance. Et j'invite les abonnés de cette chaîne à aller dans la barre de description. Vous y trouverez un petit quiz qui vous permettra de gagner ce livre dédicacé de José. Et on prendra le plaisir de vous l'envoyer où que vous soyez dans le monde. Avec plaisir. José, je te donne le soin et j'ai de la chance. Donc je fais une dédicace pour toi ou pour le... Pour moi d'abord, ça c'est pour moi. Et puis ceux qui vont gagner, on fera un tirage au sort. Ceux qui vont gagner ce livre, on aura le nom. Et tu pourras faire une dédicace à l'heureux élu. On le fera peut-être une, deux fois, trois fois peut-être. Tout dépendra. Voilà Jean. Merci. Merci José. José, écrire un livre ne suffit pas. Tu as bien voulu accompagner les entreprises aussi, ceux qui ont acheté ton livre. Tu les accompagnes aussi en présentiel dans le but d'améliorer leur performance. C'est pour cela que tu as créé Interartis. Alors, quelles sont les offres d'Interartis? Qu'est-ce que Interartis fait pour les entreprises actuellement? Alors Interaxis, effectivement, c'est le support qui permet de diffuser et puis de mettre en œuvre les idées développées dans ce livre et d'autres dans les entreprises. Alors qu'est-ce qu'on propose? On propose bien sûr la mise en place de l'indicateur PIG. Alors c'est un indicateur de performance globale unique, mais qui en fait est l'agrégation d'une quantité astronomique de données. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher les bonnes données, les mettre en forme et les faire converger dans cet indicateur de performance globale, et qui va justement ensuite nous permettre de voir si on est sur une pente plutôt positive ou négative. Donc c'est intéressant de voir ce qu'on met en œuvre. Donc ça c'est la première chose, et puis ça permet de sortir de cette mono-obsession des coûts et des performances locales. Le fait de tout rattacher à la performance globale, c'est une réponse à la maladie dont on a parlé en introduction. La deuxième offre, c'est une méthode qui permet justement de bâtir une feuille de route d'amélioration continue. À partir toujours de cette vision globale de l'entreprise, d'identifier de façon un peu qualitative les caractéristiques des processus
qui vont avoir le plus d'impact sur la performance globale, et d'associer à ces caractéristiques, d'identifier des chantiers d'amélioration. Et donc le lien avec on parlait de Lean, TOC et Six Sigma, le lien avec Lean, TOC et Six Sigma il est assez évident parce que le Lean ça va nous permettre d'améliorer la vitesse des processus. La théorie des contraintes ça va nous permettre d'augmenter le débit des processus. Et le Six Sigma va nous permettre d'améliorer la variabilité des processus. Et donc, en fonction des problèmes qu'on va identifier, on va dire ici, il faudrait faire un chantier Lean, ici un chantier TOC, ici un chantier Six Sigma. Et ça va bâtir notre feuille de route d'amélioration continue. Donc, ça permet justement d'entraîner toute l'entreprise sur une voie vertueuse avec un vrai cap, plutôt que de faire des chantiers partout sans trop se demander vers où on va. Donc ça c'est la deuxième offre. On propose également un outil qui permet de prioriser les opportunités de transformation digitale. En ce moment on parle beaucoup de digital industriel, d'usines du futur. On en parle de façon plus ou moins satisfaisante, ça c'est un autre sujet. Le problème c'est qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de technologies, il y a tellement de logiciels, de robots, de capteurs, enfin, il y a un fourmillement comme ça de possibilités technologiques. Le problème c'est de savoir par quoi on commence et toujours qu'est-ce qui va être porteur de performance globale. Donc là on propose aussi une approche qui permet de prioriser les opportunités technologiques, mais toujours en se focalisant sur leur impact, sur la performance globale, sur la finalité. Pas sur les... Parce que dans les industriels ont pour habitude de valider des investissements en fonction d'un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, il est calculé à partir de la réduction de coûts que l'investissement va entraîner. Alors que là, on est dans une phase où la digitalisation, ça ne peut pas forcément s'évaluer par un retour sur investissement. Si je deviens plus agile, le retour sur investissement, il ne peut pas être évalué en termes de productivité. Parce que l'agilité, c'est pas tout à fait la même chose que la productivité. Donc il faut avoir d'autres outils pour élire nos investissements. Et puis on propose également une nouvelle façon d'architecturer globalement le système d'information. Donc là, puisque dans Interaxis, j'ai un associé, Jean Vieille, qui est spécialiste des systèmes d'information industriels. Et là, à nouveau, on propose une roadmap d'architecture des systèmes d'information industriels. Pour aller justement vers plus d'agilité, pour connecter les bonnes personnes, pour mettre en place non pas des logiciels qui vont permettre de rigidifier les choses en imposant un mode opératoire, mais plutôt des logiciels qui vont permettre à chaque décideur d'avoir les bonnes données au bon moment pour prendre sa décision. Voilà un peu le panel des offres d'Interaxis. D'accord. Et comment on fait pour contacter Interaxis? Interaxis a un site internet. Oui, on a un site internet. On est en train de... Là, on a un site internet qui est un peu vieillissant. On a travaillé tout l'été là, sur le nouveau site qui va être bientôt mis en ligne. On a encore un petit bug à traiter, mais ça va se résoudre rapidement. D'accord. José, j'ai reçu pas mal de questions dans le chat des suiveurs, nos abonnés, qui nous demandent à quand des conférences en présentiel en Afrique? Alors, moi à titre personnel, Aurélie, j'ai déjà donné 2 conférences à Dakar devant un public d'industriels, d'entrepreneurs. Donc le message de cette approche a été transmis, compris, apprécié. Et moi je suis prêt à reprendre ma valise et à partir avec toi pour refaire une tournée. Très bien, vous avez la parole de José. Alors tout ne dépend pas que de LEI. Vous savez, avec la pandémie Covid et aussi quelques restrictions et quelques modalités aussi, nous nous arrangeons, nous travaillons pour. Et l'année prochaine, probablement, on pourra vous tenir informé de cette tournée-là. Alors, José, pourquoi est-ce que tu accompagnes, tu parraines le Lean Excellence Institute? Alors déjà, c'est pour toi, Jean, hein, tu es mon ancien élève, donc je suis vraiment touché par ton engouement, par cette vocation que j'ai su
créé en toi. Donc voilà, j'ai répondu sans hésiter une seconde à ton appel. Et puis, si cette initiative peut permettre justement de diffuser la bonne parole, de redonner ces lettres de noblesse aux lignes, voilà, ce sera mission accomplie. Hein. Je pense qu'il y a vraiment... il y a eu des gros dégâts qui ont été commis à cause du ligne. Il y a des entreprises où on ne peut même plus prononcer ce mot. Hein. C'est vraiment tragique. Hein. Et donc, voilà, toutes les initiatives qui pourront essayer de remettre sur les rails le lean, avec les vrais principes, la vraie philosophie, la vraie vision, pas seulement les outils. Voilà, toutes ces initiatives auront mon appui. D'accord. Alors, pour clôturer cette interview, cette causerie, hein, comme je vous ai dit, j'ai de la chance. Nous avons la chance de recevoir José. Alors, José, quel est le conseil que tu peux donner aux entreprises qui se sont lancées dans la démarche? Bah, le conseil, c'est de démarrer par le pourquoi. Pourquoi vous faites du lean? Qu'est-ce que vous voulez, quel état vous voulez atteindre? Quelle est votre vision? Ne commencez pas par aller vous former, déployer des outils. Voilà, il faut faire un travail un peu introspectif, se demander où je suis, où est-ce que je veux aller, dans quel monde on évolue actuellement, quelles sont les règles du jeu, quels sont les critères de compétitivité aujourd'hui. Aujourd'hui, le critère de compétitivité, c'est plus d'être le moins cher, c'est d'être le meilleur. Donc il faut vraiment rentrer dans une démarche lean avec cette volonté de développer des avantages compétitifs hors coût, des avantages compétitifs valeur, en livrant plus rapidement que nos concurrents, en ayant des produits de meilleure qualité, en n'ayant pas de retour de défectueux. Voilà, il faut vraiment se focaliser sur la finalité de notre démarche. On ne fait pas du lean parce que c'est la mode. D'accord. Est-ce que finalement l'humain serait le clou de la démarche? Oui, alors ça c'est une évidence pour nous, mais effectivement, ce qui est évident nécessite d'être aussi évoqué. Le cœur d'une démarche lean, c'est bien évidemment les gens qui sont sur le terrain. C'est eux qui vont être le moteur des idées, c'est eux qui vont prendre en main leur espace de travail et qui le connaissent le mieux. Hein. Les experts d'un atelier, c'est ceux qui y passent toute leur journée. Donc l'humain, oui, c'est crucial de remettre l'homme au cœur du système. Puis, tout à l'heure, on parlait du désengagement de nos salariés, hein, qui est pour moi le plus gros gaspillage. Aujourd'hui, le plus gros gaspillage dans nos entreprises, c'est pas les seuls gaspillages de Womack & Jones, c'est le désengagement. Donc, avant de faire des projets dans tous les sens, traitons ce problème de désengagement. Tant qu'on aura des collaborateurs désengagés, on ne fera rien de bon. Merci José. Est-ce que tu auras un mot de fin? Que dire de plus? Oui, l'homme au cœur du système, la vision, le pourquoi avant le comment, voilà, les ingrédients d'une bonne démarche. Merci José, merci chers abonnés. Nous arrivons au terme de cette capsule. J'espère que vous avez aimé. Si vous l'avez véritablement aimé, je vous invite à partager massivement à celles et ceux qui ont de l'appétence pour l'excellence opérationnelle. Le Lean Excellence Institute vous offre un cadeau dans la barre de description. Vous aurez 2 e-books gratuits. Vous n'aurez qu'à télécharger dans la barre de description qui vous parle du bien-être au travail, de la place de l'humain dans la démarche et de l'IBET. Je ne vous en dis pas plus. Allez dans la barre de description et choisissez vos livres. C'est des livres blancs, c'est des e-books et c'est gratuit. Je vous remercie et à la prochaine. Bye bye. Merci. Bonjour à tous. La pandémie a surpris toutes les organisations et certainement la vôtre. Elle a rebattu les cartes et remis en question certaines méthodes de travail. Comment réussir une transformation résiliente, efficace, pérenne et viser l'excellence? Pour vous aider à répondre à ces questions,
Nous sommes la Lean Excellence Institute et notre but est de promouvoir la pensée Lean en Europe, en Afrique et partout dans le monde. Et pour ce faire, nous vous proposons d'accompagner toute entreprise à sortir de ses eaux troubles en diffusant la pensée Lean via les bonnes pratiques, les diagnostics, le REX, les formations et le coaching.